Bien, donc on a une vision d'ensemble des différents travaux qui s'effectuent en France et qui sont assez significatifs de la diversité de l'approche de ce problème, à la fois avec des modèles animaux ou des modèles humains, à la fois avec des études épidémiologiques ou des études expérimentales. Et je crois que de ce point de vue-là, on a une richesse de nos travaux en environnement et en toxicologie de la reproduction qui sont très très intéressants. Donc je crois que la discussion sera intéressante justement, puisque on a différents points de vue d'un même problème. Est-ce que qui veut poser une question d'abord? Oui, Dominique Royer. Je veux bien ouvrir le feu. En fait, c'est une question qui pourrait s'adresser à l'ensemble des intervenants, mais je vais la focaliser un peu sur Patrick, compte tenu des résultats qu'il nous a rapportés, qui sont vraiment très intéressants. Deux remarques. Le taux observé dans cette population est donc finalement assez modeste quand on regarde par exemple l'approche comparée qui a été faite par l'équipe Ski Québec Paris entre le Danemark et la Finlande. Mais le point commun que j'y ai trouvé, c'est que il y a une chose qui est intéressante, c'est que finalement à un an, l'incidence passe de 1,6 à 0,8. Le maintien de la cryptorchidie. Or, dans l'étude comparative entre le Danemark et la Finlande, une remarque qui avait été faite, c'est que partant à la naissance d'un différentiel de 4 entre les deux populations, ils étaient, au bout de 2 ans, si ma mémoire est à peu près correcte, passés à 2. Et la question qui était posée, c'est de dire, finalement, ce qui va peut-être être le plus intéressant, c'est de savoir ce que vont devenir ces enfants qui ont une cryptorchidie régressive, parce que peut-être que cela traduit quelque chose. Alors j'aimerais que tu nous dises un peu ce que tu penses justement par rapport à ces enfants pour lesquels il y a eu une régression. D'abord, confirmer que c'est une régression spontanée et ensuite dire un petit peu ce que tu penses de ça. Oui, il y a plusieurs questions. D'abord, il y a effectivement globalement des chiffres un peu plus élevés de cryptorchidie, que ce soit à la naissance ou à 6 mois ou à 1 an, retrouvés dans les pays nordiques. Faut pas oublier quand même qu'il y a gros problèmes entre les problèmes de définition, qu'est-ce qu'on intègre exactement, mais bon, là on peut dire que c'est bien défini dans le travail nordique, c'est bien défini chez nous, et je pense qu'on peut quand même dire qu'il y a un taux un peu plus élevé de cryptorchidie au Danemark et en Finlande que dans la région niçoise. Voilà. Je pense que ça, on peut objectivement aujourd'hui le dire. Deuxième point, tu poses la question de ces enfants de ces garçons qui vont avoir une régression spontanée. Alors, on n'a pas de preuves, on n'a pas d'argument objectif, mais nous, on pense que c'est pas par hasard, même pour des enfants nés à terme, ou à âge, parce que le plus gros facteur de cryptorchidie, c'est la prématurité. Mais si on prend des enfants nés à terme, il y a des enfants qui naissent avec une non-descente testiculaire et ces testicules descendent spontanément à 3 mois ou à 6 mois. Nous, on est en train de suivre de très près cette population parce qu'on pense que c'est peut-être une forme mineure et que ça veut quand même dire quelque chose, mais il faut avoir des arguments. Et on n'a pas d'arguments objectifs, mais on essaye de les suivre plus spécialement. Voilà. Oui, Patrick, encore à propos là de cette étude, j'ai été étonnée du pourcentage élevé de formes unilatérales. 84%, j'ai bien lu. Et alors, on opposait classiquement, du point de vue de l'étiologie des cryptorchidie, les unilatérales et les bilatérales, les unilatérales étant davantage rapportées à une anomalie anatomique du cordon et pas à une anomalie de la gonade. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a pu lire là par le passé, en fait. Oui, et que sont ces patients, ces 84%? Est-ce que vous avez un diagnostic un peu précis de la forme anatomique de cette cryptorchidie? La forme anatomique, c'est-à-dire de la position du testicule, oui, mais de la cause, non. J'ai dit que sur 106 cryptorchides, on avait retrouvé une étiologie, donc syndromique, que dans 4 cas.
Donc, dans la majorité des cas, c'est idiopathique. Et pour revenir au côté unilatéral, la majorité sont unilatérales. Par contre, par exemple, dans le Kalman de Morsier, dans les hypogonadismes hypogonadotropes congénitaux, très volontiers, la cryptorchidie, justement, là, est bilatérale. Mais dans la majorité de nos cryptorchidies, donc idiopathiques, elles étaient unilatérales. Voilà. Oui. Une question à Monsieur Fénichel. Comment on explique l'azospermie et l'hypofertilité dans les cryptorchidies? Car ce n'est pas la position en intra-abdominale qui va donner l'azospermie, puisqu'il y a des animaux qui vivent très bien avec des testicules intra-abdominales et qui vivent très bien, ils se reproduisent très bien. Bon, c'est une question, on peut pas répondre de façon simpliste. Il y a plusieurs éléments. D'abord, quand je parle d'azospermie sécrétoire, il y a forcément un fourre-tout et des étiologies multiples. On va dire, il y a deux orientations. D'abord, on sait très clairement chez l'animal, si on induit des cryptorchidies, on va induire, en fait, une diminution de la prolifération des cellules germinales souches à la naissance, c'est-à-dire avant la puberté, donc des spermatogonies, on aura moins de spermatogonies souches. Donc on sait induire expérimentalement par la simple remontée du testicule. Donc la chaleur, ce que vous voulez, mais ça on sait l'induire. Deuxièmement, il y a une deuxième piste, parce qu'il n'y a pas de réponse univoque à votre question, et beaucoup de choses là-dedans. On pense aussi, et les gens qui sont autour de cette table peut-être pourront commenter, on pense aussi que c'est la même atteinte du testicule qui conduit à la cryptorchidie, à l'hypofertilité et au cancer du testicule, et que c'est plutôt une exposition in utero qui prépare les choses. On sait que le cancer du testicule, c'est un cancer germinal, c'est la transformation de gonocytes, et ces gonocytes ont été transformés probablement in utero. Donc déjà les choses se préparent in utero, mais au-delà de ça, chez l'animal, expérimentalement, si on induit une cryptorchidie, on entraîne une hypofertilité, une diminution des cellules souches germinales. S'il y en a déjà pas beaucoup et qu'il y a une cryptorchidie, ça va, et qu'on la corrige pas, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui tous les pédiatres sont d'accord. Il faut corriger la cryptorchidie le plus tôt possible, avant 1 an et demi. Voilà. Ça a une conséquence pratique quand même. On va prendre une dernière question. Moi, j'en ai une pour Florence. Est-ce que vous pourriez nous expliquer par quel mécanisme éventuellement on peut comprendre l'exposition à faible dose cumulée des deux perturbateurs endocriniens est plus délétère qu'une exposition d'un seul à forte dose? Est-ce qu'on a une explication? Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'explication. On n'en est qu'au phénotype et on a pu constater ça. C'est quand même des résultats qui sont quand même assez récents. On est en train de regarder l'aspect aussi génomique, puisque on a de la chance d'avoir Daniel Véman qui travaille avec nous. L'idée qui a été éventuellement évoquée, c'est qu'il y aurait un effet cumulateur, que la génistéine pourrait avoir un effet anti-androgène à très faible dose, qui serait cumulé avec l'effet anti-androgène en fait de la vinclozoline. Mais ce n'est qu'une hypothèse, mais c'est pas sûr du tout. Donc on termine cette session et encore une fois merci aux orateurs et pour leur excellent travail et leur excellente présentation.